Pascale Criton est une artiste, une compositrice bien connue en France mais aussi à l'étranger. Et elle travaille depuis longtemps sur des thématiques qui, même sans porter le nom d'écologie, ont à voir avec des thématiques finalement écologiques, très simplement. Notamment, elle a une filiation deleuzienne très importante. Elle a suivi les cours de Deleuze et elle est peut-être la compositrice la plus deleuzienne que je connaisse, bien qu'il y a beaucoup de compositeurs qui se réclament. Et on sait que Deleuze et Guattari, par exemple dans Mille plateaux, même s'ils n'utilisent pas le mot écologie d'une manière centrale, tournent autour de questions qui aujourd'hui sont vraiment écologiques. Dans l'écologie du son, à la différence de la musique traditionnelle, le son n'est pas donné, le son n'est pas évident, il faut le construire à chaque fois. Dans la musique traditionnelle, le son est une espèce de concrétisation qui vient à partir d'un symbole qu'on appelle la note de musique sur une partition. Par contre, les artistes comme Pascal ou Agostino Di Scipio ou d'autres qui travaillent sur l'écologie partent de l'idée que chaque fois, le son, c'est un point d'interrogation. À chaque fois, le son peut ne pas exister. Le son est très fragile. Il dépend de technologie, donc il peut ne pas exister si la technologie ne marche pas. S'il n'y a pas un auditeur, ça n'existe pas. Écologie, c'est-à-dire tout ce qui met en relation ce qui nous entoure, nous-mêmes avec ce qui nous entoure. Le projet Musique, Philosophie et Écologie du son que nous avons développé possède deux aspects. L'un, c'est un aspect recherche, questionnement théorique autour de l'idée qu'est-ce que c'est que l'écologie du son et un croisement musique-philosophie. Et puis un autre aspect de recherche-création qui est tourné donc vers la recherche artistique et qui a été porté en grande partie par Pascale Criton. Écoute croisée, c'était une façon de proposer plusieurs types d'écoute. L'écoute de ce qui existe, là où on est, au moment où on y est. L'écoute de ce qui est enregistré et transporté dans un autre endroit. Et l'écoute arrangée, disons modifiée, grâce à des installations. Très bien, ça, on a fait la même chose là. Parfait. Et on prend là. C'est génial, voilà. Hein. Ah, pour une fois qu'un travail écrit peut servir à autre chose que l'écrit. C'est quand même super ça. Un même sujet, traité dans la philosophie et traité dans la musique, vont pouvoir à certains endroits se nourrir un peu, se mettre en chemin, quoi, se mettre en résonance, mais plus que ça, c'est-à-dire finalement il y a un avantage à entrer dans le domaine de l'autre pour aller chercher pour son propre compte, hein, parce que au fond moi j'ai pas la prétention de faire de la philo, j'ai rencontré la philo comme d'autres rencontreraient la marche à pied ou l'escalade. Mais celui qui fait beaucoup d'escalade, il apprend un tas de réflexes, de contextes, de rapidité, de saisir certaines situations topologiques en rapport avec le corps.
Nous identifions les sons concrets de la vie réelle parce qu'ils nous rappellent quelque chose de repérable. Le son des cloches, le bruit du train. Pourtant, une multitude de variables entrent en action pour constituer le son qui me parvient de ce train-là, suivant qu'il est lent ou rapide, entendu de l'intérieur ou de l'extérieur. Une multiplicité de sources concourt à la rumeur d'un site urbain, et la relativité d'un point d'observation ou point d'écoute pose la question où et comment place-t-on son écoute ? Notre oreille se déplace, se positionne et pratique activement certaines opérations telles qu'extraire, zoomer, associer, dissocier, constituer des plans, naviguer d'un plan ou d'un point à un autre, en apprécier la simultanéité, la provoquer, la découper. Enfin, toute une mobilité de l'écoute que j'appelle la subjectivité de l'oreille ou l'oreille ubiquiste. L'écoute expérimente une spatialité très différente de l'œil. La spatialité auditive ne relève pas d'un plan frontal, c'est un plan pluridimensionnel, capable d'associer simultanément le plus proche au plus lointain, le dehors et le dedans, le dessous et le dessus. La nature propagative et dynamique du son nous permet de déconstruire, disloquer l'espace et de le recomposer, de se projeter mentalement. Je développe des expériences d'écoute sensibles à l'architecture, voire à l'environnement. La conception de concerts hors scène interroge des espaces acoustiques ouverts et hétérogènes plutôt que l'espace scénique frontal habituel. Il s'agit alors de tirer parti de l'espace donné, d'explorer la plasticité acoustique du lieu, jouer sur les contiguïtés, les ouvertures, les seuils, les volumes et les distances. L'espace est alors envisagé comme composante dramaturgique, définie par ses systèmes emboîtés, ses dimensions imbriquées et interactives. C'est quand même très sympa à faire, ce travail. Et c'était bien qu'on était en équipe, qu'il y avait les étudiants et que leur imaginaire, leur imagination s'est mis aussi à produire. Ça créait quand même ça rebondissait. On a eu du temps. On a eu 2 mois pour préparer, c'était bien. Les signaux sonores sont indissociables des conditions qui les provoquent. Force, tension, énergie, matériaux, structure, ainsi que du milieu physique environnant dans lequel ils sont émis et se propagent, extérieur, intérieur, suivant des surfaces plus ou moins denses, lisses ou poreuses, par lesquelles ils sont réfléchis ou absorbés. L'idée, c'était de proposer aux visiteurs qui viennent pour visiter le monument, de découvrir l'architecture de la conciergerie du point de vue de son acoustique. Pour mettre en valeur l'acoustique, il faut des sons différents, bien sûr ceux de l'ambiance, des différentes ambiances du monument lui-même, les ambiances naturelles du monument, mais aussi des événements qu'on a provoqués.
des musiciens jouaient des pièces écrites par des compositeurs tels que Michael Pissarro, James Tenney et moi-même. Des pièces qui sont très soucieuses de l'acoustique dans laquelle elles sont jouées et qui sont en fait proches d'une méditation sur le temps et sur l'écoute elle-même. Et puis toute une installation qui a permis de relier ces points, puisque c'est très grand, la conciergerie. Et nous avions aussi installé les réceptions tactiles, sonotactiles, avec des tables qui permettent donc de recevoir l'information sonore par le contact corporel, ainsi que une station d'écoute que l'on appelle écoute solidienne, et qui, elle, nous permet d'entendre de façon très précise, directement via la conduction osseuse, c'est-à-dire dans notre squelette. Nous n'entendons plus du tout par les oreilles. Les souvenirs s'associent d'autant mieux qu'ils sont liés à des perceptions que l'on n'avait pas prévues. Dans la première grande salle, qui est la salle des gendarmes, la salle gothique, on voit des espaces réservés pour les musiciens qui vont jouer des pièces, lesquelles sont captés par des micros, les micros 1 et 2. Ces micros 1 et 2, comme tous les autres micros que nous allons voir successivement, sont rapportés, sont envoyés, transmis, si vous voulez, à la chapelle des Girondins, dans laquelle une installation permet de réécouter ce que tous les micros, les 7 micros, sont en train de capter simultanément. Ils captent bien sûr les visiteurs, leurs pas, leurs voix, mais aussi ce que des installations permettent de mettre en place et parfois transformer. Les micros 5 sont dans les espaces des prisonniers, qui sont des espaces très étroits et plutôt en bois. Madame Ribert. Il faut imaginer une femme avec des malades qui pouvait faire Et ici, le micro 6 est lui dans une salle voûtée, une petite salle qui s'appelle la salle des noms, dans laquelle se trouve la liste de tous les noms des personnes qui ont été guillotinées.
cette salle, il y avait aussi des lectures, la lecture des dernières lettres de ces personnes. Ses ennemis, sous le spécieux masque du républicanisme, m'ont conduite sans remords à l'échafaud. Après 5 mois de captivité, je fus transférée dans une maison de santé où j'ai été libre comme chez moi. J'aurais pu m'évader. Mes ennemis ni mes bourreaux ne l'ignorent pas. Mais convaincu que toute la malveillance réunie pour me prendre ne pourrait parvenir à me reprocher une seule démarche contre la Révolution, j'ai demandé moi-même mon jugement. Pouvais-je croire que les tigres enragés seraient juges eux-mêmes contre la loi, contre même ce public assemblé qui bientôt leur reprochera ma mort? Tout cela était aussi rapporté dans la chapelle comme une boule de cristal où on pouvait non pas entendre tout en même temps, parce que ça serait impossible, mais choisir grâce à un logiciel qui peut décider. Donc, je passe un temps dans la salle des gardes, je reviens dans la salle des gendarmes et je parcours les escaliers, les cellules étroite des prisonniers, je sors dehors dans la cour des femmes. Voilà, une visite virtuelle qui était offerte à l'écoute des haut-parleurs, mais aussi sur les tables. Et en fait, dans une relation que le visiteur avait construit, parce que tout cela, tout d'un coup, fait jouer la mémoire. Ah, ça je l'ai entendu. Oui, mais je l'ai entendu autrement. Mais je l'ai entendu en venant de tel endroit. Et tout d'un coup, l'espace se met à se construire avec une sorte d'élaboration très indirecte. Ça n'est pas du tout une expérience de la succession, d'une chose après une autre, dans une logique de l'événement. Robespierre, Maximilien. C'est en fait plutôt une construction de la mémoire à partir des sensations. Égalité, Louis-Philippe Joseph. Il me reste à vous confier encore mes dernières pensées. Ollier, J'aurais voulu les Claude. écrire dès le commencement du procès, mais, outre qu'on ne me laissait pas écrire, la marche en a été si rapide que je n'en aurais réellement pas eu le temps. Jordet, dite Darmand, Marie-A, Charlotte. Le son, on entend le son partout, dans la rue, dans le bâtiment, n'importe où. Mais quand je cherche le son, c'était très intéressant. Parce que quand il y a une idée, quelque chose peut faire composition, mon oreille cherche le bon son.
En plus, je cherche de l'histoire qui vient d'eux. Une lettre vous arrivez. Théodore, Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de Jean-Baptiste, tout mon cœur, ainsi Migo, que ces pauvres écharpes. Ce qui m'a marqué de plus dans le projet, c'était sûrement une expérience qu'on a fait un jour avec Pascal Créton et une personne aveugle qui est venue. Cette personne découvrait l'espace à travers les sons, avec sa canne, le tactile de la canne avec le sol, les parois, les objets. Et on a enregistré tous ces sons avec un microphone accroché à la canne. Et c'était une expérience qui m'a marqué du moment d'être aussi proche à l'expérience d'une personne aveugle, parce que j'ai fait moi-même l'expérience de fermer les yeux et parcourir aussi le bâtiment comme ça, qu'à travers la sensation, la perception des sons. Quand on comprend comment l'espace transforme le son, le changement d'un espace à l'autre peut être utilisé comme un outil pour la composition musicale aussi. Le comportement du son dans un point spécifique, dans un espace spécifique, c'est complètement différent du comportement du son dans un autre espace. Quand on rentrait à la chapelle, on écoutait l'espace sonore de la chapelle croisé avec d'autres espaces. Et c'est ça qui était intéressant, parce que ça ouvre notre perception sonore pour une autre dimension de croisement avec d'autres réalités. Et c'était vraiment enrichissant, cette expérience. Et puis, relié à ça, toute la partie du projet qui avait une relation avec la perception des sons à travers le corps aussi. Donc, tout ce qui était les tables sonotactiles, les visites avec les yeux bandés, tout ce qui avait une relation avec une écoute différente et plus, du coup, plus individuelle, plus subjective, parce que plus consciente et concentrée. On est au milieu, on est tout le temps au milieu des choses. Le fait de vouloir les mettre devant nous, c'est un rapport intéressant, mais c'est un rapport de contrôle. Alors qu'en fait, on est en rapport plus de modulation, je pense, et de mixage, en fait. C'est comme si on mixe tout le temps notre attention sur une chose ou une autre, suivant qu'on est plus ou moins dans la rêverie, ou qu'on est plus ou moins dans une action objective. Quand j'étais enfant, j'aimais bien me tenir longuement dans des situations où je recomposais tout ce que j'entendais ou tout ce que je voyais. Donc j'étais parfois une enfant très sage, on disait mais qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, et je pouvais vraiment passer beaucoup de temps dans une sorte d'observation comme ça, des petits événements tout petits. Dans un instant, on est peut-être en train de penser à autre chose ou d'avoir un intérêt particulier pour un son qui nous rappelle quelque chose sans qu'on s'en rende compte. C'est tous ces événements-là, en fait, qui sont en jeu, même dans la musique, dans les instruments, dans pourquoi tout d'un coup quelque chose devient très beau et nous touche. La réception tactile est aussi très valable pour des personnes sourdes ou malentendantes qui peuvent entrer en fait dans un partage grâce au vibratoire, un partage
créatif, un partage ludique, comme nous l'avons expérimenté lors d'ateliers présentés au Centre Pompidou-Metz avec les enfants de l'Institut d'éducation sensorielle de Moselle. Enfants qui sont pour certains sourds et malentendants et pour certains aveugles, donc réunis pour cette occasion. À la différence du haut-parleur, qui met l'air en mouvement, ces dispositifs transmettent l'information sonore via les matériaux mêmes. On peut alors entendre les sons avec le corps. Nous, on utilise des sortes de haut-parleurs, mais sans membrane, en fait. Comme s'il n'y avait que le moteur du haut-parleur qu'on va pouvoir mettre en contact du doigt, du coude, de la peau, d'une zone du corps sensible. Donc la contribution du LAM là-dedans, c'est de participer à la réalisation de ces dispositifs. Donc en fait, on peut à la fois... Là, normalement, il me semble que ça sort de celui-là. Ouais, fais voir. Attends, tu vois, par exemple, là. Vas-y. On va jamais avoir les débuts. Je suis chercheur en ergonomie, et surtout en ergonomie des interfaces, et plus particulièrement sur la substitution perceptive. Donc ça consiste à se poser les problèmes de communication dans des modalités perceptives différentes, la vision, le toucher, l'audition essentiellement, et particulièrement tous ces jeux d'utilisation bimodale, on dit, enfin c'est une expression consacrée, c'est-à-dire d'utilisation du toucher et du son particulièrement, et je crois qu'ici ça a une importance considérable. Le toucher, par exemple, est probablement un peu moins développé chez les personnes voyantes et entendantes, alors que le toucher est ce qu'il y a de plus commun, de plus collectif. Et c'est une information qui nous intéresse de développer, d'autant plus que lorsqu'on joue de la musique, ma foi, faut pas parler. Donc on est dans le domaine des signes non sonores pour activer le sonore, pouvant associer des personnes entendantes et non entendantes, des personnes voyantes et non voyantes, et donc de pouvoir conjuguer en fait les relations de signes nécessaires pour se coordonner en jouant de la musique. J'ai l'impression que dans le scénario, au moment où ces signaux arrivent, les personnes ne sont pas en train de jouer. Si ? Bah si. Elles sont en train et on leur annonce que t'as raison, il faut t'as raison. reprendre. Il y a un peu les deux, mais à ce moment-là, en répétition, on peut parler. Donc en fait, Ouais, c'est ça, peut-être ouais. Pour ceux qui peuvent. Oui. Les sourds, pas nécessairement. Merci. Bon, les aveugles, ils sont bavards, on le sait, mais Effectivement. Donc il faut un indicatif. Tu vois, là, en pensant sourd, effectivement, il faut un indicatif d'ordre partitif. C'est des fréquences assez hautes aussi. Hein. Oui, mais j'ai essayé de les mettre graves et je sais pas. En tout cas, en les transposant, c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Non, parce que c'était exactement ce qui se passait avec les personnes sourdes. Oui. Quand on mettait en octavier, on perd les transitoires d'attaque. Mais oui. On perd la précision. Ce qui est particulier avec cette écoute, c'est en fait l'attention et la détente qui est occasionnée. Et tout d'un coup, on passe dans un registre complètement différent de la façon d'être ensemble. Parce que on est en train de partager des sensations, mais qui sont quand même proposées dans un contexte socialisé. Parce que chacun fait des expériences sensorielles, touche, sait reconnaître des vibrations pour des sourds, mais le fait de pouvoir le penser ensemble, le faire ensemble et voire même en tirer grâce à des interfaces manuelles et tactiles, de pouvoir transformer l'intensité de ces vibrations, de pouvoir les activer ou au contraire
les interrompre, donc avoir un certain pouvoir de construction, d'échange, devient une source très joyeuse, et pour certains aussi d'entendre, de ressentir, ou voire même d'entendre ce qu'ils n'entendaient pas. On découvre ensemble quelque chose. Si tu veux, moi j'apporte des outils, nous on apporte des outils, aussi une construction, mais je ne pourrais pas le faire sans eux. C'est-à-dire, c'est parce que pour eux ça a du sens, c'est-à-dire de la valeur d'étonnement, mais aussi de on recommence. C'est toujours ça qui est le signe de quelque chose d'un peu joyeux, c'est on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas partir maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait? C'est le fait d'entrer dans un processus plus créatif et d'exploration et de découverte. Bonjour, tu m'entends? Je tape avec la main, dis oui. Il ne comprend pas encore. T'as pas trop peur dans l'orage? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Métine. C'est moi Métine. Tu me connais?